Quelques mots, quelques images en hommage à ceux qui ont trouvé un second souffle au pic de la crise. Tous les membres de l'OPIC qui étaient au front, sueur au front, 24/7 partout, auprès de tous et de toutes, à tout faire pour qu'aucun patient ne vive l'enfer du souffle coupé. Pourtant en surcharge, toujours occupés, au chevet des patients hospitalisés, les plus gravement malades, à sauver des vies depuis le jour 1 de la pandémie. Dans toutes les sphères du réseau de la santé, auprès d'une patientèle de tout âge, du bébé prématuré aux aînés, à l'urgence, en salle de réanimation, en anesthésie et en sédation, analgésie, aux soins intensifs, en passant entre autres par les laboratoires de physiologie respiratoire ou du sommeil, la médecine générale, la pneumologie, les soins à domicile ainsi que le transport inter-établissement. Dévoués aux patients et à leurs proches, toujours devoir répondre présent. Essayez de rester zen, à vivre l'instant pressant. Juste à nommer ce que vous faites, qui vous êtes, je suis essoufflé, mais le torse bombé, je suis reconnaissant et fier d'être celui qui peut vous dire merci. Merci à plus de 4400 inhalothérapeutes qui déploient toute leur expertise auprès des patients grièvement affectés par la COVID-19, qui utilisent leur jugement, leur passion, leur engagement à temps plein, pas juste en temps de crise, des membres indispensables des équipes de soins, créatifs, curieux, innovants et solidaires, qui aspirent à une formation de niveau universitaire. Des personnes ressources auprès des médecins généralistes et spécialistes et d'autres professionnels de la santé. Des formateurs auprès des personnes qui vivent à la maison avec une maladie cardio-respiratoire chronique et leurs proches. Des acteurs engagés dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Pour soigner ceux qui occupent les civières aujourd'hui, mais aussi éviter la surcharge des lits demain. Un lien vital entre le patient et le respirateur. Des professionnels de la santé spécialisés dans la santé et les soins du cœur et des poumons. Des professionnels de la santé possédant une expertise unique et cruciale qui aide le système de santé à souffler, en facilitant l'accès aux soins, en optimisant la prise en charge des patients, en diminuant la fréquence et la durée des hospitalisations, en favorisant le retour et le bien-être des patients à la maison. De véritables cliniciens dont le rôle va bien au-delà de la technique d'inhalothérapie. Alors, pour chaque heure supplémentaire, pour chaque famille accompagnée, pour chaque souffle offert, je vous dis merci. Du fond du cœur, du fond des poumons aussi, chers inhalothérapeutes, merci. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je m'occupe d'immeubles locatifs à Montréal. Je suis distillateur. Le CEO of a startup. Je suis directeur de la sécurité pour une compagnie immobilière. Je suis retraité. Producteur de légumes en serre. On est caissier. Je suis pharmacienne. Je reste à la maison. Si je vous disais que moi, je suis inhalothérapeute, quel genre de travail pensez-vous que je fais? Vous travaillez dans le milieu hospitalier. J'aurais cru que ça se rapprochait peut-être de l'ostéopathie. Plus le côté cardio-respiratoire, je crois. Vous vendez des produits dans un magasin pour aider les gens à mieux respirer et à se relaxer. C'est docteur pour les poumons. Inhalo, j'imagine, c'est quelque chose qui a un rapport avec la respiration. You work on the ventilators. Dans un magasin pour les produits naturels avec des huiles essentielles. Je pense que les inhalothérapeutes s'occupent de la réhabilitation au niveau respiratoire des patients. Je crois que vous vous occupez beaucoup des personnes qui ont des problèmes respiratoires. Selon vous, combien d'inhalothérapeutes exercent dans toutes les régions au Québec? J'ai aucune idée de combien il peut y avoir d'inhalothérapeutes au Québec. Je dirais environ 2000. Est-ce qu'ils sont environ 4000? 200 peut-être? 12 000 inhalothérapeutes. Moi, je pense qu'au Québec, il y en a 500. Ça, j'ai aucune idée. Mais si c'est comme les autres spécialités, il doit en manquer plusieurs. Diriez-vous qu'ils font un travail qui peut sauver des vies? Vous sauvez vraiment des vies. Ils peuvent sauver des vies. Oui, ils peuvent sauver des vies. Moi, je crois qu'ils sont essentiels. Là. Les inhalothérapeutes, c'est extrêmement important dans les hôpitaux. Surtout en temps de COVID où les gens, justement, ils ont beaucoup de séquelles au niveau pulmonaire à cause de la maladie. C'est là que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Puis selon moi, ils ont sauvé beaucoup de vies. On voudrait les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pendant le temps de la pandémie. Je vous remercie, les inhalothérapeutes du Québec, de bien prendre soin de notre population. Continuez votre bon travail. On a besoin de vous dans les hôpitaux. Bonjour, ici David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Je suis aussi médecin. Je pratiquais dans le Grand Nord du Québec avant de me joindre au programme spatial. Aujourd'hui, c'est en tant que travailleur de la santé que je vous parle. Depuis mon départ pour la NASA à Houston il y a plus de 10 ans, je n'avais presque pas pratiqué.
à mon retour au Québec l'an dernier, j'ai été interpellé, comme beaucoup de mes collègues, par la demande des hôpitaux submergés pour des volontaires pour soutenir les unités COVID. J'étais convaincu que c'était la bonne chose à faire, mais j'avoue que c'était assez intimidant. J'étais plutôt rouillé. J'ai dû faire un stage de recertification. Je vous cache pas que sur les tournées d'enseignement, j'étais certainement le plus vieil étudiant. Le stage s'est bien passé et depuis janvier dernier, je fais partie de l'équipe COVID du Royal Vic. Et quelle équipe! Comme partout à travers la province, les unités COVID sont multidisciplinaires avec un bel esprit de collaboration et de flexibilité. Il faut savoir constamment s'adapter aux nouvelles données scientifiques. Et on apprend tous au fur et à mesure les uns des autres, avec un seul but commun, aider les patients à s'en sortir. Médecins, infirmiers, préposés, pharmaciens, physio, ergo, travailleurs sociaux et bien sûr, les irremplaçables inhalothérapeutes. Vous vous êtes remarquablement mobilisés pour combattre la COVID, incluant parmi vous des étudiants, des enseignants et des retraités. La pandémie a fait ressortir l'importance critique de votre savoir-faire. C'est toujours rassurant de savoir qu'il y a un inhalothérapeute dans les parages. Vous êtes une ressource précieuse pour tous, en commençant bien sûr par les patients. J'ai particulièrement apprécié votre professionnalisme, votre disponibilité, votre patience et votre générosité à expliquer votre art. En partageant votre savoir, c'est toute l'équipe de soins que vous rehaussez. Les inhalothérapeutes du Québec peuvent être fiers. Vous avez répondu à l'appel et vous êtes allé bien au-delà des attentes. Vous avez démontré à la fois un esprit d'équipe et un leadership remarquable. Bravo! Et surtout, merci. Quand la vraie pandémie a frappé, quand ils se sont mis à rentrer un en arrière de l'autre, là, le quotidien est devenu très, très, très simple. Tout passait par le hockey de l'inhalothérapeute. C'est une maladie respiratoire. C'est l'intersection de toutes les disciplines, c'était autour de l'inhalothérapeute parce que les inhalothérapeutes s'occupent de tous les patients. Je disais que la grande préoccupation, c'était d'essayer de ne pas les brûler parce que c'était facile d'avoir besoin tout le temps et intensément d'eux autres. C'était beaucoup d'inconnus pour nous. Les règles de santé, sécurité, ils changeaient à tous les jours. Une journée, il fallait intuber de telle manière, l'autre journée, il fallait intuber de telle autre manière avec tel autre équipement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraide, puis il y a des journées que ça arrêtait sincèrement pas, puis à la fin de la journée, on était tellement à bout qu'au lieu de pleurer, on en riait, là. Puis c'est là que c'était super important d'avoir une belle relation, une belle confiance avec nos collègues. Là, on est une équipe, il faut travailler en équipe. D'un bout à l'autre, l'ambiance était vraiment incroyable, là. Vraiment. Les inhalothérapeutes, non seulement sont essentiels pour le maintien des capacités vitales pour la science, mais en même temps, on compte sur des patients des personnes très humaines qui sont là à côté du patient pour la rassurer. Ils ont une voix rassurante, c'est des gens qui ont une douceur. Moi, en tout cas, mes équipes sont formidables. On a été appelés à aller prêter main forte à l'hôpital Royal Victoria. Moi, étant dans le département de fonction pulmonaire au Children's, et puis notre conscience professionnelle nous appelait à aller donner un coup de main. C'était tellement une expérience incroyable. On a eu un support extraordinaire des inhalothérapeutes du Royal Victoria, mais aussi des infirmières, des médecins. Il n'y avait pas une journée où on ne se faisait pas remercier d'être là pour aider. Nos inhalothérapeutes ont fait un travail fantastique et on a développé un modèle de collaboration interprofessionnelle qui est franchement remarquable. La demande est venue de notre employeur, demandant s'il y avait des gens volontaires pour aller donner un coup de main à un CHSLD qui était entièrement contaminé COVID. Alors en fait, je me rendais là en sachant très bien que j'allais pas faire ma profession. Je savais que j'allais là pour donner des soins de dignité, des soins de base, c'est-à-dire on s'en allait laver des patients, on s'en allait les nourrir, on allait les changer. C'est une clientèle complètement nouvelle pour moi et ce fut un coup de foudre. J'en aurais kidnappé une couple de grand-mamans, tu sais. Puis je les aurais ramenées avec moi. Ça a été des beaux moments. Et j'allais là aussi pour mettre beaucoup de soleil et d'humour dans les soins parce que la situation était déjà assez tragique comme ça. Si en plus on arrive là avec nos airs dramatiques, avec notre costume, non, moi je voulais que je voulais que ça reste des beaux moments.
je voyais qu'il y avait d'énormes lacunes au niveau de tout ce qui était oxygénothérapie. Et là, j'ai vraiment remis mon chapeau d'Inalo et j'ai dit, bon, ben là, on est sur un roche. Et en 24 heures, on a été capable de faire un semblant de département d'inhalothérapie. J'ai jamais été seule dans tout ça, comme je te dis. Quand on est bien épaulé dans une équipe, c'est extraordinaire. On peut déplacer presque des montagnes. Sébastien Foury? Bonjour, docteur Sébastien, c'est Jean-René. Oui, salut Jean-René. Oui, je suis avec Aurel, Oui. il va pas bien. Ah, je suis désolé d'attendre ça. Il respire vite, il bave beaucoup. Il m'a demandé d'appeler quelqu'un qui pourrait l'aider à respirer. Oui, non, mais je suis vraiment désolé, mais écoute, Aurel, je comprends pas comment. Quand il t'a demandé de m'appeler, je comprends pas parce que. Aurel, c'est ton chiot, ça, non? Non, c'est mon père. Ah, c'est ton père. OK, mais non, Jean-René, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'un vétérinaire, il y a besoin d'un inhalothérapeute. Ah. Hein? Ah, OK. OK? Ah, merci beaucoup. Bye. La pandémie nous a permis de savoir un peu plus quel rôle central les inalos ont en fait dans une équipe multidisciplinaire dans les hôpitaux. Le scénario catastrophe de M. Legault, comme quoi il y a des vétérinaires pourraient faire fonctionner des ventilateurs, c'est effectivement un scénario catastrophe. Parce que, bon, je travaille on a 3 centres d'urgence dans lesquels on a des respirateurs, effectivement, pour certains patients qui ont besoin de ventilation. Et dans ces centres d'urgence-là, il y a plein de vétérinaires et il y en a à peu près 1 ou 2 qui savent comment faire fonctionner le ventilateur. Et c'est dans des cas vraiment très spécifiques. Donc effectivement, d'entendre M. Legault dire que les vétérinaires peuvent faire fonctionner des ventilateurs, oui, mais après une formation d'inhalothérapeute, probablement. Donc, c'était pas une très bonne option. On peut prêter nos ventilateurs, ça aurait été une très bonne idée. Être inhalo à l'urgence, c'est... C'est merci. Merci de toujours être là, d'être là super rapidement puis de répondre à 3 millions de questions pour un puis pour l'autre. Merci les filles. Merci les inalos. Sans vous autres sur les gros cas, on aurait de la misère à être aussi performant. Hey, merci d'être toujours là lors des sédations pédiatriques et d'être toujours aussi humaine. Donc, comme vous avez pu constater, vous êtes vraiment importante dans notre travail, dans notre milieu, dans nos vies. Merci beaucoup d'être là. C'est évident que les inhalothérapeutes ont fait une différence dans la vie des gens et oui, ils ont sauvé des vies. Soit en demeurant en poste dans les centres hospitaliers notamment, ou en soutien à domicile les gens qui avaient la COVID, mais pour ceux aussi qui sont venus porter main forte à la vaccination. Moi, j'ai donné mes journées de congé, j'ai été faire la vaccination. Et je pense que cet apport-là a fait une différence là, pour toute la campagne au complet là, pour le Québec. Et je suis très, très, très fier de nos inhalothérapeutes et des autres soignants qui ont accepté de s'entraider et d'ouvrir un peu plus large que leur corps professionnel usuel. D'avoir été là tous les jours sur le terrain pour sauver ces gens-là, parce que dans le fond, c'est grâce à eux, entre autres, que autant de gens ont été sauvés de la COVID. Je trouve que ce travail-là ou ce rôle-là doit être connu de plus en plus. Les gens ont compris avec la pandémie, je pense que les inhalothérapeutes étaient essentiels. C'est quelque chose que je savais depuis longtemps. Je comprends à quel point ça a été difficile pour eux autres. Et je voudrais juste vraiment leur dire un gros, gros merci. Je repense à tout ce qu'on a vécu depuis justement 1 an et demi. On a des belles histoires de familles qui ont été réunies, qui pensaient avoir perdu leurs proches, puis qu'on revoit après là, quand ils sortent des soins intensifs et qui peuvent faire un câlin à leur conjoint, à leur enfant. Hey, c'est fou à dire, mais j'ai l'impression que j'ai mis comme un petit grain de sable dans un petit tas de poussière sur un événement historique. Tu sais, peut-être qu'un jour, je vais avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, puis ils vont dire « Hey, grand-maman, là, elle a travaillé dans le temps de la pandémie. » Le monde est en mode d'action, les mondes est en mission. Et c'est ça que je retiens le plus. Lorsqu'il y a une cause là, qui nous unit, là, il n'y en a pas de limite. Là. Il n'y a rien qui va nous arrêter. J'ai participé à une émission This Was a Medical War avec Maya Johnson sur CTV News en juin passé. En 2020, quand j'ai fait mon entrevue avec Martin Toulgoat, c'est mon gestionnaire qui est venu me voir pour me dire que Radio-Canada s'intéressait à notre profession puis voulait nous mettre en valeur. C'est pas commun, en fait, on va se le dire. C'est souvent les médecins, les infirmières, parce que c'est les travailleurs qu'on connaît le plus, qui sont plus dans les médias. Ils sont venus me voir, ils me l'ont demandé. J'ai pas été très dure non plus à convaincre. Fait que j'ai dit oui pratiquement tout de suite. C'est quand même assez étonnant par le fait que notre profession n'est pas toujours mise de l'avant non plus. Je voudrais faire cette émission-là parce que chaque jour, j'arrive au travail, il y avait le monde déprimé, épuisé, frustré,
c'était quelque chose. J'ai jamais vu ça dans ma vie. J'allais voir mon médecin, puis elle m'a diagnostiqué avec la compassion de la fatigue. On était en pleine pandémie. Là, on pouvait dire vraiment que la vague était là. Les soins intensifs étaient pleins. C'était la cohue totale. Puis on a dit aux gens de juste garder ça naturel, OK? Si tu dois courir quelque part, vas-y, ça fait partie de la réalité de ce qu'on vit. Puis ça a bien été. J'ai même demandé des patients s'ils voudraient faire partie de notre tournage, puis on dit oui. J'étais vraiment surprise. La réaction de tout le monde a été positive, puis ça a été très gratifiant pour moi. Puis je l'espère pour mes collègues Inalo aussi, à qui j'espère ne pas avoir fait honte. L'expérience que j'ai eue avec les médias était très intéressante. J'en sors avec une impression renouvelée de confiance face aux médias. Si on est capable de convaincre les gens de faire les bons choix, puis par la suite d'aller se faire vacciner, au lieu de sauver un patient à la fois, j'avais l'impression que quand j'en prévenais énormément de ces maladies inutiles. En fait, ce que j'essayais de faire avec ce texte-là, c'est vraiment de mettre en perspective le fait que depuis des semaines, je voyais des gens se plaindre des mesures sanitaires qui étaient en place alors qu'en centre hospitalier, on vivait vraiment l'enfer, là. Puis avec le rôle qu'on a comme inhalothérapeute, c'est très important dans une pandémie comme ça. Ma famille, mes amis qui côtoient pas le domaine de la santé étaient émus. Ils ont trouvé ça très émouvant. De ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, j'en parlais pas vraiment, fait que ça a été, je pense que les gens ont été beaucoup touchés. Tout le monde était pas mal content de comment ça l'a sorti et puis aussi qu'on soit mis de l'avant à Charlemagne aussi, pas juste en tant qu'Inalo, mais à Charlemagne aussi. D'écrire ces mots-là, c'est venu confirmer un peu que j'étais là pour les bonnes raisons puis que je voulais faire une différence, là. Bonjour, ici Pierre Bruno. Je joins ma voix à tous ceux qui saluent aujourd'hui les inhalothérapeutes. La pandémie nous a fait réaliser que des milliers de personnes se dévouent au quotidien dans le réseau de la santé. On les a appelés les anges gardiens. La COVID-19 nous a particulièrement fait découvrir le travail des inhalothérapeutes qui ont dû rapidement intervenir dans la prise en charge de patients souffrant de problèmes respiratoires et mis sous respirateur artificiel en raison de la sévérité de la maladie. Vous avez trop souvent accompagné jusqu'à leur dernier souffle des patients privés de proches en raison des règles sanitaires de sécurité. Merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites toujours. Vous êtes des professionnels de la santé, mais aussi des mamans et des papas, et vous avez fait des sacrifices importants. Au risque d'attraper le virus, vous avez sauvé des vies. Merci beaucoup. Quatre jours avant que je rentre à l'hôpital, j'étais encore en train de faire des travaux de pavillon uni à la maison, tu sais, à quatre pattes, là. Mais il y a des gens qui m'ont vu et m'ont dit « Yves, il file pas ». Mais pour moi, j'étais fatigué, mais je faisais jusqu'au jour où... J'ai été atteint de la COVID-19. Ça a commencé vraiment les premiers symptômes le soir de Noël 2020. J'étais quelqu'un qui était en forme. Je faisais des trekking assez régulièrement. Quand on apprend qu'on a la COVID, surtout au début d'une pandémie où il y a beaucoup d'inconnus, en fait, ça fait peur. Fait que quand ça a commencé à mal aller, que la saturation descendait là, à la maison, que j'étais obligée d'aller à l'hôpital, il y avait beaucoup d'anxiété surtout. Le 10 mai au matin, il me rentre en ambulance parce que j'ai de la misère à respirer puis j'ai besoin de soins. J'entre à l'hôpital le 2 janvier et dès le 4 janvier, on me met dans le coma. Et c'est un coma qui a duré 56 jours. Je me souviens pas qu'ils m'ont mis dans l'ambulance. Je me souviens pas d'être arrivé à l'hôpital. Les seuls moments que je me suis souvenu, c'est que lorsque j'ai été dans un moment de réveil, là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de ce que je venais de passer. Là. Ça fait bizarre d'un côté, t'es dans l'adrénaline de vouloir être en pleine pandémie, mettre les mesures d'urgence en place, puis tu sais, j'avais fait plein de nuits, puis tu sais, puis d'un autre côté, pouf, là, t'es mis sur la touche, t'es pris dans le lit, puis en même temps, t'as conscience des complications qu'il y a eu. Il y avait des médecins déjà en Italie, on entendait parler de plusieurs cas dans d'autres pays que les gens décédaient, même jeunes, donc on savait pas exactement qui allait être les plus gros facteurs de risque. Puis là, ça commençait à compliquer. J'ai découvert les inhalothérapeutes et leurs fonctions. Ils ont été d'une aide merveilleuse. Ils ont été extrêmement professionnels. Quand on m'a mis dans le coma, là, j'ai dépéri, puis je suis devenu absolument méconnaissable. Tous les intensivistes de l'hôpital de Hull étaient certains que j'allais mourir. Le personnel était certain que j'allais mourir. Je dois vous dire qu'à un moment donné, ma femme avait quand même peu d'espoir parce que quand c'est rendu que tout le monde dit que je vais mourir,
elle s'est préparée pour le deuil. Les médecins lui ont dit, écoutez, madame, si vos enfants ne viennent pas le voir, là, ils risquent de le regretter. Et vendredi prochain, on va vous faire une recommandation. Alors, mais cette recommandation-là n'est jamais venue parce que je me suis réveillé. Là, les médecins ont dit, on a des signes que Benoît veut se battre et on va l'accompagner. Durant ma lecture de tous les écrits que Marie a pris la peine de prendre en note là, durant mon hospitalisation, c'est là que j'ai vu que oui, leur support et le geste qu'ils font est très, très, très important parce que je crois qu'ils créent des miracles. C'est des miracles qu'ils créent dans les vies des gens parce que sans eux, tu respires plus. Hein? Je parle quand même de guérison parce qu'il y a eu tout un parcours depuis le mois de janvier dont je suis très fier, dont je suis très heureux, mais c'est un parcours auquel les inhalothérapeutes ont beaucoup contribué. Ce qu'on savait, c'est qu'il était très grand prémat. Ce qu'on savait pas du tout, c'était comment il arriverait. Première des choses, il était de très, très, très petit poids, 550 grammes, avec tous les facteurs de risque que ça peut vouloir dire. Donc, on savait qu'il aurait besoin assurément d'assistance au niveau respiratoire dès la naissance. La présence de l'inhalothérapeute était absolument pour moi rassurante à tous les moments, à tous les niveaux, dans le sens que, au départ, quand on arrive dans la chambre la première fois, on a un choc de constater toutes les pièces d'équipement qui se trouvent à proximité, tous les équipements qui bipent aussi, et donc on n'en comprend pas nécessairement la signification. Et d'avoir quelqu'un qui prend le temps juste de venir s'asseoir avec nous, de nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, qu'est-ce que ça indique, à quoi surveiller, qui nous donne des informations aussi sur ce qui est normal pour un grand primat. Parce que dès que ça signale, on a l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui arrive, mais non, quelqu'un qui nous rassure, qui nous dit, voici ça, c'est normal, ça va arriver plusieurs fois par jour. Voici ce qu'on peut faire, par exemple, pour aider. La présence de la pandémie pendant l'hospitalisation a eu beaucoup de répercussions pour nous, en fait, en tant que famille. Moi, j'étais à l'hôpital avec Samuel 6 à 7 jours par semaine. Mon conjoint était avec notre plus vieux Édouard à la maison. Donc, j'ai pas vu Édouard pendant quelques semaines au départ. Et donc, après 5 mois et demi d'hospitalisation, Samuel est finalement rentré à la maison le 27 octobre. Ça a été vraiment une célébration. Donc, ça fait un petit garçon qui, de plus en plus, est éveillé, a envie de connaître le monde, a envie d'être actif aussi, ce qu'on ne voyait pas au départ. C'est un petit garçon qui bougeait très peu, qui interagissait aussi peu, parce qu'il avait peur, en fait, des traitements et autres. Maintenant, on ne voit plus ça du tout. Grâce à vous, ça rend ma vie à la salle de choc beaucoup moins stressante, puis c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes vraiment essentiel à notre travail à l'urgence. On vous apprécie beaucoup. Je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Ma famille est reconnaissante pour ce que vous avez fait pour elle. Et soyez assurés que je ne vous oublierai pas. Mais je peux juste vous dire une chose. Ça a été une épreuve, puis heureusement que j'ai eu tous les soins que j'ai eus. Bonjour, M. Rioux. Bonjour à toi. Je m'appelle Stéphanie. J'ai été une de vos inhalothérapeutes pendant plusieurs semaines. Je suis vraiment émotive présentement. Je me rappelle vraiment de vous parce que on a passé toutes les étapes, tout ce qu'un inhalothérapeute fait aux soins intensifs, on l'a fait avec vous. Je suis vraiment contente la même chose. De voir de faire connaissance avec. On a été toute une équipe là, mais c'est spécial de voir aujourd'hui, de pouvoir parler devant nous. Bien, merci encore. Oui, merci à vous aussi. Un merci incroyable, extrêmement sincère, parce que c'est eux qui ont permis, en très grande partie, à Samuel de se développer au mieux possible au niveau respiratoire, et c'est ça qui a permis d'avoir une liberté, une autonomie. Et pour nous, c'est ce qui a permis tout simplement d'avoir Samuel aussi. Donc c'est énorme. Et même tous les inhalothérapeutes que j'ai pas rencontrés, j'ai une extrême confiance en leur expertise, leur capacité, puis j'envoie plein d'affection. Ce merci-là, c'est
va aussi aux inhalothérapeutes qui ont fait des gestes pour, entre autres, me sauver cette vie-là puis me permettre de respirer. Puis aujourd'hui, je peux te dire une chose, je respire dans la vie d'une façon différente que je le faisais avant. Ma maman est inhalothérapeute. Ma maman aussi est inhalothérapeute. Je pense que mon papa fait un travail important. Bonjour! On m'a demandé d'expliquer pour moi c'était quoi d'avoir une mère inhalo. Et pour moi, c'est d'avoir une mère intelligente, pleine de bonté et organisée. Je sais qu'elle met beaucoup de temps et d'efforts dans sa profession. Et je sais aussi qu'elle est toujours là pour ses patients, autant que pour ses collègues. Dans le fond, avoir une mère inhalo, c'est avoir une mère qu'on aime fort, 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 fort. Ma mère fait tout avec cœur. C'est quoi avoir une mère inhalo? Je sais pas. J'ai jamais une mère normale pour comparer. Mais je peux vous expliquer pourquoi. Avoir une mère inhalo, c'est avoir des conversations un peu étranges au sport. Savez-vous que je suis capable de dire à peu près toutes les caractéristiques des sécrétions? C'est quoi? La prochaine fois, je vais être capable de dire la masse volumique, le delta et la conductance. Très gênant. Ouais. Deuxièmement, avoir une mère inhalo, c'est pouvoir apprendre à intuber avant d'apprendre à lacer les lacets. Mais aussi, avoir une mère inhalo, c'est une mère dont je suis fière parce qu'elle travaille avec beaucoup de personnes malades. Je t'aime. Mes enfants étaient beaucoup plus vieux, ils étaient partis de la maison, mais je pensais à tous mes collègues de travail qui, eux, avaient des jeunes enfants et tout ce qu'ils pouvaient avoir en tête des risques qu'ils pouvaient amener, soit eux-mêmes d'attraper la COVID ou de l'amener et de contaminer des gens de leur famille. La conciliation, ça a plus été conciliation COVID-famille, qui a été ça met du stress. Pour vrai, là, Michel en a eu du stress, moi aussi j'en ai eu du stress. Ouais, mais nous, on avait pris une décision durant le temps de COVID, télétravail obligatoire de mon employeur. Ouais. Puis on a eu Ludovic, école à la maison. On a décidé réellement de se fermer et rester juste le petit patelin ensemble pour se protéger. T'sais, notre conscience professionnelle nous dit il faut aller prêter main forte, il faut rester, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inhalothérapeutes, mais en même temps, la famille est loin, on a le goût d'être là, on a le goût d'être proche. On a FaceTime, comme je disais. Ça, mais tu sais, ça vaut pas le contact là, de mes hommes là, non plus. Là. Fait que ça a été un peu plus difficile, là, je dirais. On dit souvent des inhalothérapeutes, c'est une famille tissée serrée qui a l'inhalothérapie tatouée sur le cœur. Je peux vous dire que c'est vrai, j'ai pu le constater quand j'étais à l'hôpital avec mes collègues inhalothérapeutes. On était là ensemble pour se soutenir dans les moments difficiles qu'on vivait et c'est quelque chose que j'ai trouvé remarquable. Je tiens à les féliciter pour cette capacité de s'entraider les uns les autres et de se soutenir dans les moments difficiles. Le site des inhalothérapeutes de Christine Lebrasseur puis de Valérie Desrosiers, ça a vraiment été super important pour nous là, pour pouvoir avoir une information là, rapide là, sur les centres tertiaires parce que nous, la ventrale, les trucs comme ça, quand ça avait commencé, c'est toutes des choses qu'on fait pas. Là. On n'a pas d'intensiviste à Maria, donc ça a vraiment été un site qui nous a permis d'avoir de l'information rapidement puis de la bonne information. Ça a vraiment été chapeau les filles sur ça. On est vraiment contents. Je t'aime, maman! Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon colloque de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Et j'en profite pour saluer le travail exceptionnel de tous nos inhalothérapeutes depuis le début de la pandémie. Vous avez été nombreux en première ligne de la bataille contre le virus. Vous étiez là quand on en avait le plus besoin, avec une expertise unique en soins cardio-respiratoires. Donc, merci du fond du cœur pour votre solidarité. Je sais que vous devez souvent composer avec des conditions de travail qui sont très difficiles. On a besoin d'aller chercher plus de travailleurs de la santé. C'est une de nos grandes priorités en ce moment. Ça va nous permettre de renforcer notre réseau. Ça va nous permettre aussi de mieux distribuer la charge de travail pour tout le monde. Donc, je vous assure que notre objectif, c'est de rendre notre réseau plus humain et je suis convaincu qu'on peut y arriver ensemble. Donc, merci, puis bon colloque.
Le travail qu'ils ont effectué pendant les plus grandes vagues de la pandémie a permis de mettre de l'avant justement l'expertise des inhalothérapeutes, de démontrer toute leur capacité. Donc, je tiens à les remercier d'avoir été un rayon de soleil à travers le cyclone de la COVID-19. Et je tiens à les remercier autant les inhalothérapeutes qui sont revenus à la pratique, ceux qui étaient à la retraite qui sont revenus, les étudiants. Un gros merci, parce que sans votre travail acharné, on n'aurait pas passé à travers. Merci d'avoir fait une différence, puis merci d'être des gens de cœur qui ont été unis pour vraiment faire une différence dans la vie des Québécois. Un gros merci. Vous, les inhalothérapeutes, vous les avez accompagnés, vous vous êtes attachés aux soins intensifs à ces patients-là qui, de plus en plus jeunes, admis aux soins intensifs et qui décèdent. C'est très difficile. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça cesse enfin et que tout le monde, la société se rassemble une fois à nouveau, je vous dirais, pour lancer sur la vaccination puis qu'on en finisse une fois pour toutes. Je nous souhaite vraiment de tout cœur une relève parce que c'est une belle profession. Et je pense qu'on aimerait quitter le milieu en voyant qu'on a quelqu'un, qu'on laisse les inalos en arrière de nous avec peut-être cette même passion-là qui nous a peut-être tout le temps habité le temps qu'on a professé. Le travail des inhalothérapeutes est extrêmement important au quotidien, mais également sauve des vies. Et dans le cas de Samuel, à quelques reprises aussi. Donc, c'est un travail qui est tellement charnière, tellement important. J'ai la chance aujourd'hui de dire merci à la vie. Parce que je suis encore là. J'ai encore des belles choses à vivre. Puis merci à toute l'équipe de qui j'ai reçu les soins. Et de ceux-là, les inhalothérapeutes en font partie. Soyez assurés que je ne vous oublierai pas. J'en ai une inhalothérapeute, OK? Bye. Pour chaque heure supplémentaire, pour chaque famille accompagnée, pour chaque souffle offert, je vous dis merci. Du fond du cœur, mais du fond des poumons aussi. Chers inhalothérapeutes, merci. Depuis le début de la pandémie, les inhalothérapeutes se sont mobilisés pour mettre à profit leur expertise unique en soins cardio-respiratoires. Pour votre présence auprès des patients, de leurs familles et de la population, la Banque nationale du Canada vous dit merci.